Je suis Martin Lacour, avocat et médiateur. J'accompagne les entrepreneurs et directeurs juridiques dans la négociation de leurs accords avec leurs partenaires commerciaux, clients et associés. Vous suivez l'émission Samedi Live, qui a pour ambition de faciliter l'accès des entreprises aux droits et aux solutions négociées. Le concept est simple. À chaque émission, 5 minutes pour acquérir de nouveaux savoir-faire ou savoir-être grâce au conseil opérationnel d'un expert et un entretien de 30 minutes avec un acteur innovant qui répondra à toutes vos questions. Bonjour et bienvenue à tous dans Samedi Live, l'émission destinée et consacrée aux innovations en matière d'accès aux droits et aux solutions négociées. Bonjour Ifa, tu vas bien? Bonjour, oui. On retrouve Ifa aujourd'hui pour sa dernière chronique de la saison sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup Ifa d'être fidèle au rendez-vous. Je te repasserai la parole juste après, mais je vais présenter aussi Ekaterina. Bonjour Ekaterina, tu vas bien? Bonjour Martin, oui, très bien. Tu t'appelles Katia pour l'interview ou pas? Parce que je Oui, risque de... bien sûr. Alors, Katia est la fondatrice et présidente de l'association Modello, une association qui se préoccupe de toutes les préoccupations que peuvent avoir les mannequins, et notamment leurs préoccupations juridiques. Donc, on va parler surtout d'accès aux droits et aux solutions négociées pour les mannequins. Je trouve que c'est un très très bon exemple et c'est formidable l'initiative que tu as mise en place, déjà depuis quelques années, mais on en reparlera après. Merci beaucoup en tout cas Katia d'être là et de venir nous partager ton expérience sur Modello. Alors Ifa, aujourd'hui tu vas nous parler dans ta chronique, si j'ai bien compris, d'un bilan finalement de tout ce que tu as évoqué sur les nouveaux réseaux sociaux dans les émissions précédentes, c'est bien ça? Tout à fait. Super, je te laisse la parole. Est-ce que tu veux que je projette tout de suite ton visuel? Oui, par exemple. Ok. Donc les semaines antécédentes, on a abordé l'importance des réseaux sociaux, notamment avec l'acquisition de contacts et de clients, la vulgarisation TikTok, la mise en forme de l'image et de la relation client avec Instagram et Reel notamment, mais également YouTube, que l'on a dû définir comme une surface accessible pour tous, pour un lien et une transmission qui reste. J'ai également parlé de mon parcours avec les réseaux sociaux, la thématique de la mise en avant des soft skills à la faculté. Pour résumer, on s'est également posé la question de savoir si les réseaux sociaux n'étaient pas une nouveauté qui était pour certains déjà obsolète. La semaine dernière, c'est ma dernière intervention cette semaine. Et du coup, pour faire un petit bilan, je propose de refaire un petit point sur les points forts et faibles de l'implantation sur les réseaux qui n'ont pas forcément un but professionnel ou si, justement. Du coup, il permet de rendre plus aisé le relationnel, évidemment, en point fort, renvoyer ou à créer de l'intérêt vers votre site Internet. La vulgarisation, c'est permet d'être accessible pour tous les types de potentiels clients et cela ne demande pas beaucoup de temps, simplement une régularité. On avait également compris que l'image de l'entreprise, du cabinet, du professionnel se fait également dans l'accessibilité à ces réseaux sociaux. Décider de s'implanter sur les réseaux, c'est également choisir quelle surface sera la plus accessible pour les utilisateurs et la plus bénéfique pour nous. Ils sont essors de publicité gratuits à prendre, qui sont en constante évolution avec toujours plus de fonctionnalités ou d'accessibilité. Seulement, il y a également des problématiques qui sont notamment la mise en avant de l'image qui doit rester professionnelle, la multiplicité des réseaux qui peut devenir une excuse d'éparpillement et certains sont novateurs mais ne le resteront pas, ou en tout cas ne resteront pas suffisamment interactifs sur la toile. Il est important de ne pas perdre son temps et de s'intéresser à des plateformes avec lesquelles la communauté va rester. Moi, mon implantation personnelle a été favorisée par le suivi évident de sujets discutés ou à la mode ou d'actualité pour amorcer le droit. Je pense personnellement qu'il ne sert à rien d'être sur les réseaux uniquement parce que c'est nécessaire, mais plutôt parce qu'on suit une cause ou un but particulier. À titre d'exemple, je me suis lancée sur YouTube personnellement, il y a bientôt 3 ans, pour pouvoir justifier de mon intérêt pour le droit et l'audiovisuel afin d'entrer dans un master de droit de la propriété intellectuelle, spécialité cinéma à l'époque. Mais il ne faut pas se leurrer, il y a un reverse aux réseaux sociaux, notamment le fait que cela ne soit ni pérenne ni contrôlable totalement. L'apport d'informations gratuites et la démocratisation du droit doit être fait par des acteurs novateurs comme nous, comme ce que l'on est en train de faire. Et je pense que nous sommes encore des précurseurs en matière de droit sur les réseaux. Donc je pense que c'est une voie en expansion à amorcer et à absolument développer.
Et je finirai par remercier Martin de m'avoir accueilli durant ces chroniques. C'était ma dernière intervention aujourd'hui. Et en cas de besoin ou de questions sur les réseaux, du coup, je reste disponible dans mes contacts. Merci beaucoup IFA, et je pense que tu as raison, on essaye de développer l'accès au droit via les réseaux sociaux. S'il y en a d'autres qui veulent développer leur propre projet et leur propre façon de le faire, qui n'hésitent vraiment pas de nous contacter. IFA est un modèle en particulier avec quand même plus de 200 000 followers sur TikTok, suivi aussi sur YouTube et sur Instagram, et elle arrive à intéresser les jeunes, y compris ceux qui ne sont pas étudiants en droit, aux questions juridiques, à la matière juridique. Et ça, je trouve que c'est vraiment novateur et formidable parce que le droit est partout. Alors, il ne faut pas voir du droit partout, mais il y en a quand même partout. Il ne faut pas voir que ça pour bien vivre, mais c'est important d'avoir des notions juridiques, quelle que soit son activité. Et je trouve que c'est vraiment très, très bien. C'est formidable ta démarche. Et j'espère que d'autres arriveront à développer la leur à leur manière, bien sûr, mais n'hésitez pas à nous contacter. Donc IFA, vous la retrouverez sous le pseudo ou sous le compte Géomancis sur la plupart des réseaux sociaux. Elle est aussi sur LinkedIn, mais ses réseaux sociaux principaux, donc c'est pour l'instant YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à aller la suivre. Et puis, vraiment, merci beaucoup IFA. Tu restes avec nous pour l'interview? Tout à fait. Super, écoute, je lance l'interview de Katia et on se retrouve juste après le générique. Alors, Katia, est-ce que tu m'entends bien? Oui, rebonjour. Rebonjour. Alors, la première question que je voulais te poser, c'est est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours et comment tu en es venu à fonder Modello, qui est l'association qui défend les intérêts des mannequins. Voilà, comment tu en es arrivé là? Alors, à la base, je suis interprète et traductrice. Je travaille avec le russe, le français et l'anglais, puisque je viens de Russie, de Saint-Pétersbourg. Donc, à la base, j'ai fait mes études en Russie. J'ai déménagé en France en 2013 pour mon master en langue. Et petit à petit, j'ai commencé à travailler en tant que mannequin. C'est arrivé par hasard. J'ai commencé en 2014 à Paris. Si au départ, je ne savais pas grand-chose sur ce monde, je m'y intéressais pas spécialement, voilà, ça s'est passé tout seul. Comme je suppose que je suis assez curieuse par nature, j'ai commencé à m'intéresser de plus en plus sur les mécanismes derrière ce milieu, comment ça se passe, comment fonctionnent les différents acteurs au sein de ce milieu. Et je me suis aperçue d'énormément de dérives qui peuvent se passer. Et c'est ce qui m'a poussée à la base à fonder l'association Modello. On en a discuté largement avec plein de copines, copains, mannequins ou photographes, stylistes, etc. Et on a compris que c'était nécessaire puisqu'il n'y avait pas de structure ni de point de contact, de community, je ne sais pas, de quelque chose qui permettrait en fait d'interagir hors ton agence avec les personnes qui font le même métier. Et donc c'est ça au départ ce qui nous a fait comprendre qu'il était nécessaire de créer une association. Super. Et alors, je crois que finalement tu t'es un peu toi-même intéressé aux questions juridiques. Alors peut-être qu'on peut parler de ça déjà. Quelles sont les problématiques principales des mannequins? Est-ce qu'elles sont principalement d'ordre juridique ou autre? Qu'est-ce que tu as relevé? Parce que là, ça fait maintenant, tu as quand même un certain nombre d'années d'expérience au sein de Modello. Donc, qu'est-ce que tu as relevé comme problématique principale? Si au départ, la volonté première, c'était plutôt de réunir, comme je te dis, de créer une espèce de communauté de mannequins pour qu'on puisse échanger et comprendre en fait les problématiques qui existent, puisqu'on ne partait pas avec un bagage préfet, genre là, je sais qu'il y a un problème comme ça, il y a un problème comme ça. Petit à petit, on a compris qu'en fait, il y a beaucoup de problématiques juridiques, en effet, notamment dans le domaine du droit du travail, comme
l'absence de contrat dans certains cas, ou non-paiement, ou job proposé mais pas payé, donc un peu du travail au black. Des choses comme ça. Ensuite, il y a des problèmes liés au droit à l'image, quand le droit à l'image n'est pas rémunéré comme il est censé être rémunéré. Par exemple, paiement de prestations mélangé avec droit à l'image, ce qui revient à faire n'importe quoi. Donc, ouais, des choses comme ça. Qui revient à ne pas payer le droit à l'image, surtout. Voilà. D'accord. Donc, pas mal de problématiques juridiques, et c'est de là qu'est né ton intérêt pour le droit, finalement? Oui, c'est ça, parce que depuis cette année… de traductrice, j'imagine. Ouais. Depuis cette année, j'ai intégré la fac. J'ai commencé à 28 ans à faire à nouveau d'autres études. Donc maintenant, c'est les études de droit, parce que je me suis dit que pour renforcer cette expérience que j'ai pu obtenir au sein de Modello depuis décembre 2017, ça serait bien de faire ces études de droit, puisque c'est vrai que je me suis complètement intéressée à moi-même, avec mes bouquins, avec l'accès à Légifrance, qui est maintenant le site favori numéro 1. C'est ton meilleur ami. Voilà, c'est mon meilleur ami, c'était ça. Un peu de code de travail aussi, j'avais le code sous la main quand j'ai commencé à lire, à me renseigner. Tu as commencé des études de droit en plein confinement. C'est ça, oui, voilà. Ça s'est bien passé? Ça se passe bien? Ça va. Enfin, j'attends mes résultats, donc on verra. On croise les doigts, mais je suis sûr que ça se passera bien. Oui. D'accord. Alors, donc sur les problématiques, moi, je voulais te parler de ces questions juridiques, parce que quand j'ai eu quelques mannequins comme clients, j'ai quand même relevé souvent que, alors pas tout le temps, on va pas généraliser, hein, mais souvent la problématique peut être avec l'agence ou avec un gros diffuseur, notamment en matière de droit à l'image, hein, puisque moi je connais pas des questions sur le droit social ou sur la fiscalité, qui sont aussi sans doute au cœur des préoccupations des mannequins. Mais en ce qui concerne le droit à l'image, j'avais un peu l'impression que c'était pas toujours facile pour le mannequin, même s'il était dans ses droits, de les faire valoir. Pourquoi? Parce que premièrement, le droit en lui-même, les règles sont assez incertaines, contrairement au droit d'auteur en matière de photographie, où on a des barèmes qui sont utilisés par les juges de manière informelle, même s'ils ne sont pas contraints ni liés par ces barèmes. Au moins ils existent, ces barèmes. En matière de droit à l'image pour les mannequins, il n'y a pas de barème. Les contentieux sont longs, et leur issue est souvent aléatoire. Si on ajoute à ça en plus un contexte international, il y a tous les problèmes de preuve qui peuvent se poser, parce qu'un mannequin qui a posé pour une pub d'une grande marque à Paris peut avoir des difficultés à prouver que son image a été utilisée dans une campagne dans le métro japonais de Tokyo ou de je ne sais où. Oui, c'est souvent une pote qui te fait un story genre « je t'ai vu ». Voilà, c'est ça, c'est exactement ça. Et au début d'ailleurs, le mannequin est content, waouh, c'est génial, je suis à Tokyo. Puis après, il réfléchit. Mais je t'ai pas payé pour ça. C'est curieux, j'ai pas été payé pour ça, voilà. Donc toutes ces difficultés me font penser que, et en plus la situation particulière des mannequins, parce qu'un mannequin a quand même une carrière parfois un peu courte, en tout cas pas forcément jusqu'à 65 ans. Donc tout ça m'a amené à réfléchir et à me dire, mais est-ce que finalement il existe des choses, des solutions négociées? Est-ce que dans la convention collective, il n'aurait pas été possible de prévoir un recours à la médiation ou au processus collaboratif? Enfin, voilà, est-ce que c'est des choses pour lesquelles tu as réfléchi à Modello, ou en tout cas des choses que tu as vues dans ton expérience, des possibilités de trouver des solutions qui permettent au mannequin de ne pas mettre en péril sa carrière lorsqu'elle est en début ou lorsqu'il est au début de sa carrière, et en même temps d'avoir une vraie solution et peut-être de faire évoluer la relation justement avec l'agence ou avec le diffuseur? Oui, en effet, ce qu'on remarque, c'est que malheureusement, les relations entre le mannequin, l'agence et le client sont très déséquilibrées en ce moment. Donc, on voit vraiment la tendance est plutôt hiérarchique. On ne considère pas le mannequin au même niveau que, par exemple, le client. On privilégie même souvent les intérêts du client au détriment des intérêts du mannequin. Et ça, c'est un constat.
Pourtant, bon, disons que c'est un peu, oui, c'est un peu particulier. Et même si on commence à regarder sur le point de vue des commissions, par exemple, les agences font souvent ce qu'on appelle du double dipping. Donc, ils prennent la commission sur le client et ils prennent la commission sur le mannequin pour le même contrat, ce que je trouve quand même problématique. Mais si on parle vraiment de la négociation, je pense que oui, ça peut être tout à fait intéressant dans le domaine lié au droit à l'image, parce que souvent, oui, il y a la reconduction du paiement, enfin d'utilisation de l'image après la prestation et après la première durée négociée. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de situations où le client tarde à le dire, à prévenir le mannequin ou l'agence que le contrat a été reconduit. Et donc, c'est un peu aléatoire et on ne sait même pas comment ça peut être vérifié parce qu'en effet, il n'y a pas de base de données, il n'y a pas une espèce d'obligation de faire savoir. C'est un peu attrape-moi si tu peux. Voilà, et je pense que ça serait pas mal de pouvoir négocier ce genre de choses. En sachant que tout l'intérêt de la négociation, ce serait peut-être de profiter de la confidentialité qui l'accompagne. Parce que, ouais. Voilà, parce que, Parce que c'est vrai que il est très difficile d'obtenir des informations auprès de la plupart des agences. Oui, parce que souvent, le mannequin, il faut savoir qu'il participe même pas dans la négociation de son contrat, de la prestation. Donc, il n'est pas au courant ni de réelle valeur, ni de cachet, ni de utilisation de son image. Il faut encore y aller pour obtenir le bordereau, par exemple, la décharge des droits à l'image ou des choses comme ça. Donc, c'est vrai que le mannequin se trouve dans une situation très fragile et ça serait peut-être un pas vers plus d'informations pour le mannequin si on applique les règles de négociation et des choses comme ça. C'est vrai qu'à travers Modello, on a déjà eu des cas où il y a eu le processus collaboratif qui a été mis en place. Donc, il y a eu le mannequin accompagné de son avocat et l'agence accompagnée de son avocat et ils négociaient quelque chose. Et souvent, ça aboutissait. Il n'y a pas eu beaucoup d'exemples comme ça, mais c'est vrai que les cas où on a eu le mannequin... Peut-être pour que j'explique quand même aux gens qui nous suivent, qui connaissent pas forcément le processus collaboratif, de quoi il s'agit. Processus collaboratif, donc c'est une méthode de négociation où les avocats et leurs clients vont faire équipe et vont travailler ensemble dans un cadre strictement confidentiel. Donc tout ce qui se dit pendant le processus collaboratif ne peut en aucun cas sortir du processus collaboratif, ce qui veut dire que les pièces sont présentées pendant les réunions, mais elles sont conservées par les avocats, elles sont tamponnées confidentielles et ne sont jamais communiquées aux clients. Les clients ne repartent pas ni avec un compte-rendu, ni avec aucun élément écrit qui pourrait servir de preuve par la suite. Ils ne peuvent que consulter pendant la réunion les éléments confidentiels. On est dans un cadre, donc on travaille en équipe, en toute transparence, en toute loyauté, et le but, c'est d'arriver à un accord qui sera confidentiel, mais si on n'arrive pas à un accord, dans le cas où, en général, on arrive toujours à un accord, en 95% des processus, on arrive à un accord, mais si on n'arrivait pas à un accord, tous les éléments utilisés ne pourraient pas servir dans le cadre d'un contentieux, et les avocats qui ont servi le processus collaboratif ne pourront pas être ceux qui assignent ou qui vont au contentieux, qui défendent dans le cadre d'un contentieux le mannequin ou l'agent. Donc c'est vraiment tout l'intérêt de la chose, c'est que ça reste confidentiel et que ça permet de poser réellement les choses sur la table, de dire voilà la réalité de l'utilisation, par exemple en droit à l'image, l'utilisation que j'ai faite de ton image. Oui, il y a eu une campagne dans le métro à Tokyo. Oui, il y a eu une campagne à Sydney aussi en 4x3. Voilà, ça a duré tant de temps, etc., etc. Et d'arriver à un accord. L'avantage des solutions négociées, et notamment du processus collaboratif ou de la médiation, c'est de préserver la relation. Parce que souvent, les mannequins, j'aimerais avoir ton avis là-dessus justement, est-ce que c'est pas un peu un petit microcosme où tout le monde se connaît et où on a parfois quand même intérêt à maintenir la relation, sauf bien sûr si on n'en a plus rien à faire parce qu'on change de trajectoire de vie ou parce qu'on part à la retraite. Mais voilà, quel est ton sentiment là-dessus ? Oui, c'est vrai que c'est comme les milieux artistiques, c'est très fermé, tout se sait, et donc c'est un peu compliqué de maintenir des bonnes relations. Je veux dire, c'est compliqué à un point que de temps en temps, même si tu
juste commences à poser des questions pour savoir plus sur tes contrats quotidiens ou tes contrats hebdomadaires, ça commence à être perçu comme tu es trop compliqué, pourquoi tu demandes ce genre de questions, on t'envoie travailler, sois content, voilà, par travailler. Donc bon, oui, assignation, ça va être un peu un coup de pied dans la porte, je pense. Donc c'est un peu, ouais, ça va être pas très bien perçu, ça c'est sûr. Mais ce qui est surtout dommage, c'est que comme je pense que ce genre de méthode n'est pas aussi répandu que ça, en tout cas pour l'instant. Donc, on a eu des cas où, par exemple, le mannequin était assisté d'un avocat, et il négociait, il essayait de prouver quelque chose, et il y a eu des échanges interminables par lettre d'avocat avec l'agence, et ça se menait à nulle part, puisque le seul issue qui était perçu, qui était envisagé, c'était assignation. Et le mannequin a abandonné au dernier moment parce qu'il avait trop peur. D'accord. Bah oui. Donc voilà. Ça me fait penser, ça me fait venir une question. Est-ce que tu as eu des démarches déjà, ou Modello a eu des démarches auprès des agences justement pour les sensibiliser à certains sujets? Alors ça pourrait être le sujet justement de la possibilité le jour où, parce que je trouve que c'est toujours mieux de savoir que ça existe avant que ça arrive. C'est-à-dire quand on sait qu'une solution quand on sait qu'on peut changer un pneu avant qu'il crève, c'est toujours mieux que de le découvrir une fois qu'il a crevé. Est-ce que Modello a une action aussi de sensibilisation auprès des agences, ou est-ce que c'est quelque chose que vous envisagez éventuellement de mettre en place un jour pour peut-être que ce soit plus facile le jour où un problème survient, qu'elle sache que ça existe et qu'elle puisse mettre en place ça? Elle pourrait presque, je dis n'importe quoi peut-être, hein, mais je voudrais ton point de vue là-dessus. Elle pourrait presque mettre une charte éthique au point, ou quelque chose comme ça, un engagement de chercher une solution amiable avant voilà, pour maintenir la relation avec leur mannequin, non? C'est intéressant, ouais. Non, c'est vrai qu'on n'a pas eu beaucoup d'interactions à ce sujet avec les agences, puisque déjà les agences, pour la plupart, encore une fois, ça dépend des pays, parce que nous, on travaille surtout en France, on est une association française, mais on a eu des interactions avec des agences à l'étranger. Mais les agences en France sont assez étanches à nos demandes. Ils sont très, très fermés, très protecteurs. Puisqu'ils nous considèrent plutôt comme une menace qu'un potentiel partenaire, quoi que ce soit. Oui, je comprends. C'est dommage, parce qu'elle pourrait vouloir prévenir, elle aussi, parce que ça peut quand même avoir un procès peut avoir un impact sur la réputation de l'agence et du client, qui peut être un gros diffuseur. On peut penser à une grosse marque de luxe, ou une grande marque de luxe plutôt, pardon. Mais oui, d'accord, donc c'est pas encore en place. Et ce que tu disais, c'est que tu as des partenariats par contre avec des Modello équivalents à l'étranger, c'est ça? Est-ce que c'est toi qui as finalement initié la chose et ça a créé des petits un petit peu partout, ou comment ça s'est passé? Il y a déjà eu une grande initiative aux États-Unis, c'était en 2011, création de Model Alliance, donc qui spécialise vraiment dans la protection des droits des mannequins aux États-Unis, mais c'est complètement un autre système. On a eu des interactions avec eux, mais ça reste juste, je veux dire, on existe, on connaît l'un l'autre, mais il n'y a pas vraiment de partenariat, si tu veux. Bon, c'est une autre question. Et il y a d'autres initiatives qui existent. Par exemple, en Angleterre, il y a Equity, mais c'est vraiment un syndicat, mais qui est surtout spécialisé, par exemple, un acteur, actrice, donc plutôt le cinéma, le théâtre, mais ils ont aussi un département mannequin qui est un peu endormi en ce moment. On essaie un peu de relancer, voir s'il y a la possibilité d'agir ensemble. C'est vrai que quand on a commencé, il n'y a pas eu grand-chose, parce que c'était 2017. Ça a coïncidé peu de temps après, il y a eu tout ce mouvement MeToo, et donc il y a eu aussi le relancement, j'avais l'impression, dans le milieu de la mode, d'intérêt vers ce sujet. Et donc, il y a eu apparition des petites organisations, de non-profit, par exemple, en Angleterre. Il y a Models Empowered, c'est une communauté de filles, de mannequins, surtout de femmes, qui, pareil, essayent de sensibiliser au sujet du mannequinat, mais c'est plutôt côté santé, côté bien-être, des choses comme ça. Et il y a une initiative similaire aux Pays-Bas. Et on essaie de voir en ce moment si on peut collaborer à ce sujet. Donc oui, il y a des initiatives dans différents pays, c'est très bien.
D'accord, ouais, ouais, c'est super. Et alors, toi, sur les actions que Modello a déjà menées et va mener dans les mois à venir, tu peux nous en dire quelques mots sur les principales, bien sûr? Ouais. Bon, on a commencé surtout par les actions sur le terrain avec des mannequins, des professionnels du luxe, des institutions. Donc, on a contacté les syndicats existants, par exemple, mais qui protègent plutôt les droits des agences. Il n'y a pas de syndicat de mannequins. Et on a essayé d'interagir avec eux, donc ce qui a mené à la traduction de la convention collective qui, jusqu'à présent, existait uniquement en français. Donc, on l'a fait traduire en anglais puisqu'il y a un énorme pourcentage de mannequins sur le marché français qui ne parlent pas français. Et ça serait bien qu'ils soient au courant au minimum de ce à quoi ils peuvent prétendre en parlant de leurs droits. Alors, pour ceux qui nous écoutent, moi, je suis pas spécialiste de droit du travail, mais beaucoup de choses se trouvent dans la convention collective. Collective, ouais. Et notamment, si rien d'autre n'est prévu dans le contrat, par exemple sur le droit à l'image, il y a déjà des dispositions dans la convention collective. Donc, il faut évidemment la connaître. Oui. Oui, c'est ça. Autre chose, c'est qu'on a commencé à promouvoir les bonnes pratiques au sein de l'industrie de la mode à travers la participation à des séminaires et au sein des grandes écoles de mode, par exemple Parsons, et aussi dans les facultés, à la Sorbonne notamment, parce qu'on collabore avec des chercheurs dans le domaine des sciences humaines, comme sociologue, ethnologue Giulia Mencitieri, qui a écrit un livre sur le revers un petit peu de la mode à travers le regard des travailleurs de la mode, y compris les mannequins. Et donc ça nous permet aussi d'avoir cette activité un petit peu d'analyse et non seulement sur le terrain à appliquer les règles de droit ou voilà la convention collective. Ça nous permet d'élargir un petit peu la vision, d'analyser aussi la perception, les tendances, voilà des choses comme ça. Et évidemment, notre travail avec les avocats, que dès le début, on était accompagnés par des juristes qui sont intéressés à ce sujet parce que c'est le domaine qui peut explorer, peut étudier, et il n'y a pas vraiment beaucoup de jurisprudence ni de doctrine à ce sujet. Et ça, c'était vraiment étonnant presque parce que on s'est dit c'est quand même un milieu de niche, on ne sait pas trop s'il y aura de l'intérêt, mais si. Et petit à petit, on a créé donc le pôle. On a proposé la création du pôle mannequin à la clinique juridique de l'EFB, donc de l'école de formation des barreaux de la Cour d'appel de Paris. Ce projet vient de Jérémy Zera, c'est un élève avocat à l'EFB qui nous a contactés, je crois que c'était en début 2019, quelque chose comme ça. Donc, avocat maintenant, non? Oui, ça y est. Alors, bonjour Jérémy, si tu nous regardes. Bonjour Jérémy, oui, voilà. Donc, à l'époque, elle était encore élève avocat et il a eu cette idée puisque je crois que sa copine, elle était mannequin à l'époque. Et donc, il a beaucoup entendu parler des problèmes. La situation. Voilà. Ouais, c'est exact. Et donc, il nous a contactés. Il a dit que j'ai une telle idée. Est-ce qu'on peut essayer? Donc, il a déposé même ce projet au Trophée Pro Bono. Et puis, ça a mis du temps à se mettre en place. Mais voilà, enfin, on a pu le lancer. La première permanence a eu lieu en décembre 2020. Donc, c'est tout nouveau. Mais on espère que ça va permettre d'avoir accès aux droits à un plus grand nombre de mannequins qui souvent sont très hésitants et ne savent pas trop comment en fait s'y prendre. Alors ça, oui. Est-ce que finalement les mannequins, donc tu nous as dit qu'il y en avait beaucoup qui ne parlaient pas français, qui sont étrangers, quand ils viennent te voir pour une difficulté, est-ce qu'en fait tu t'aperçois qu'ils en ont d'autres? Enfin, comment ça marche? Parce que j'ai l'impression que c'est tellement opaque. Et est-ce que les mannequins ont des petites connaissances juridiques quand même ou pas franchement? Non, la plupart du temps, ils n'ont pas de connaissances juridiques. Je veux dire, ça dépend évidemment des profils, parce que maintenant, il y a des profils très variés de mannequins. C'est plus juste une fille de 17 ans qui vient de l'Europe de l'Est. Je veux dire, il y a plein de femmes qui ont fait déjà leurs études, donc peut-être ils peuvent avoir des connaissances. Il y a même des femmes qui font les études de droit aussi, des femmes et des hommes. Oui, voilà. À part quand même celles qui ont un master 2 de droit, là j'imagine qu'elles ont des connaissances, mais à part celles-ci. À part celle-ci, oui, évidemment, ils ne sont pas souvent au courant déjà de leur statut en France, donc ils ne savent pas qu'ils sont employés le temps de leur CDD, ils ne savent pas que c'est un CDD, ils pensent qu'ils sont des freelances ou des indépendants, donc il y a un gros problème, par exemple, pour faire des déclarations d'impôts, pour
même réclamer en fait le paiement le mois suivant la prestation, des choses comme ça, parce qu'ils pensent que c'est comme à l'étranger, où ils sont en effet des travailleurs indépendants quand ils sont mannequins, que genre ouais, paiement dans 3 à 6 mois, voire 9, ça passe parce que tu es un travailleur indépendant, mais non. Donc oui. On pose beaucoup de questions souvent pour en fait essayer de comprendre le cœur du problème parce qu'ils savent même pas comment présenter ce problème parce qu'ils savent pas où ça cloche. Donc voilà, ça pose problème. D'accord. Et alors sur le sujet de la clinique juridique, j'en profite d'ailleurs pour dire qu'un livre publié par deux confrères sur la création des cliniques juridiques existe maintenant. Donc pour ceux que ça intéresse, quel que soit le domaine, n'hésitez pas à acheter le bouquin. Ça explique comment monter une clinique juridique. Et donc le principe de la clinique juridique, c'est quoi, si tu devais expliquer ça à quelqu'un qui connaît pas? Ah, c'est bon, permettre accès au droit à des populations qui n'ont pas forcément réflexe, connaissance ou je pense plutôt réflexe, oui, qui n'ont pas surtout des réflexes de s'adresser vers la justice quand ils sont face à un problème. D'accord. Donc les personnes prennent rendez-vous avec la clinique, elles rencontrent des élèves avocats, c'est ça? Oui, et rencontrent des élèves avocats qui sont souvent assistés, enfin qui sont censés être assistés, si je comprends bien. Supervisés par un avocat. Par un avocat. Et ensuite, ils font la consultation, ils dressent leur avis, leur voilà, un petit diagnostic. Voilà, et ils le donnent, ils l'envoient à l'avocat qui vérifie ça, un avocat tuteur. Et donc, il y a le deuxième rendez-vous où ce diagnostic est prononcé au client et voilà, au patient. Patient de la clinique, ok. Patient de la clinique. C'est vraiment, c'est très utile à la fois parce que ça participe de la transmission de savoir, mais aussi de savoir-être et de savoir-faire entre un avocat et un élève avocat. Et ça permet à des personnes qui, sinon, naturellement, n'auraient pas osé, déjà ne savaient peut-être même pas qu'il y avait un problème plus profond que ce qu'elles croyaient, et qui n'auraient pas osé, en tout cas, franchir le pas du cabinet d'avocat pour avoir accès au droit. Donc, c'est quand même, c'est très utile. Et est-ce que tu as déjà un premier bilan? Est-ce que tu es satisfaite de l'expérience pour l'instant? On n'a pas encore le premier bilan parce que normalement on va l'avoir vers juillet, je crois, vraiment avec des statistiques pour voir un petit peu plus l'image globale. Mais bon, on n'est qu'au début, donc je sais que ça prend du temps à démarrer puisque c'est un pôle tout nouveau, ça n'existait pas avant, il n'y a pas d'autre équivalent, il n'y a pas de pôle mannequin. Je veux dire, j'ai cherché, je n'ai pas trouvé, donc... Ouais, mais c'est formidable, c'est génial. Ce qui serait génial, c'est que le FB crée aussi un pôle solutions amiables et que parfois il fasse bénéficier de ces compétences-là au pôle mannequin, parce que je pense que dans certaines situations, en tout cas, s'y prêterait. Évidemment, pas toutes, hein. Il n'y a pas de panacée, mais ça pourrait être intéressant. Donc, en tout cas, tu es contente de, voilà, bravo en tout cas pour tous ces efforts que tu déploies et toute cette énergie que tu déploies au service de la communauté des mannequins. C'est vraiment admirable et exemplaire. Et puis j'espère que ça va donner envie à d'autres de suivre le même modèle, que ce soit d'ailleurs pour les mannequins ou pour d'autres métiers. Rien que quand on regarde la chaîne de création de l'image, il y a quand même, moi j'ai souvent des dossiers avec des photographes. Les photographes sont pas super bien lotis non plus dans la création de l'image. Donc ce serait intéressant aussi pour eux d'avoir ce genre d'initiative. Je trouve que c'est très très intéressant. Écoute, merci beaucoup Katia. Ce que je te propose, c'est que peut-être on demande à Ifa si tu as des questions pour Katia. Alors, moi, j'ai pas de questions, mais par contre, j'ai une intervention. Déjà, merci beaucoup parce que je savais pas du tout que ça existait, ce pôle-là, et je trouve ça très intéressant. C'est novateur, et en fait, je me rends compte qu'il y a quand même beaucoup de ressemblances dans notre volonté derrière, en fait, d'accès au droit, même si c'est réalisé très différemment. Moi, je suis uniquement sur les réseaux sociaux, etc.
Cette démocratisation du droit, je pense qu'elle est absolument nécessaire pour pas mal de secteurs et je trouve ça génial qu'il y ait plein de projets émergents, quelle que soit la mise en forme et la réalisation concrète ou non du projet, parce que je pense que c'est une thématique du droit, il y en a partout et je pense que c'est une thématique qui est absolument nécessaire, notamment en fait, pour qu'il y ait un automatisme derrière pour pas mal d'acteurs dans l'accès au droit. Ça me fait penser, est-ce que tu sais si tu as des mannequins ou des modèles qui te suivent, IFA, dans tes réseaux Oui. Dans les 200 000, il doit bien y en avoir. Hein. Oui, j'en ai et j'en ai qui m'ont déjà parlé. Toutes les deux, peut-être que ça pourrait créer des interactions aussi. Je sais pas, parce que dans les modèles, il y a quand même pas mal d'étudiants ou pas dans les modèles, Katia? Ouais. Oui, je pense. Je pense qu'il y en a de plus en plus. En tout cas, c'est vrai que ça peut être compliqué. Si tu fais vraiment du full-time, donc ça devient compliqué puisqu'il y a beaucoup de marchés et on t'envoie à beaucoup d'endroits pendant l'année. Donc, ouais, faire coïncider ça avec les études présentielles obligatoires, c'est compliqué. Mais oui, il y a le fait que les études en France ne sont pas forcément d'une flexibilité telle que ça permet d'avoir ce genre de développer ce genre de cas. Après, moi, je sais que dans les personnes qui me suivent, j'ai bien plus, par exemple, de modèles que de mannequins. Je ne sais pas si la distinction, elle est bien faite, moi, à l'oral, parce que voilà. Alors oui, c'est intéressant. Figure-toi que c'est très intéressant parce que c'était justement la première question que j'allais relever. David nous demande, y a-t-il une différence entre modèle, précise-t-il, d'art et mannequin? Que dit le droit français sur cette question? Alors là, David met le point sur un point assez douloureux d'ailleurs, puisqu'en réalité, le droit français ne reconnaît quasiment plus du tout l'existence des modèles et modèles d'art, et que tous les modèles semblent assimilés, en tout cas à la lecture du Code du travail, à des mannequins, puisqu'on a une sorte de cascade de présomption, et présumer la personne qui pose, y compris, nous dit le texte, si les images ne sont pas utilisées, et présumer cette personne être mannequin et qui pose ou qui défile. Et le texte suivant nous dit que dès lors que ce mannequin reçoit une contrepartie, alors la contrepartie, ça pourrait être un salaire, mais ça pourrait peut-être être aussi autre chose, c'est-à-dire par exemple les photos, tout simplement, si on est sur du time for print, et je vois pas un modèle accepter de poser contre rien du tout, donc à minima récupérer les photos pour son usage personnel et son book, ça me paraît être le minimum, hein, donc du time for print. Dès lors qu'il y a contrepartie, on présume que le contrat est un contrat de travail. Et donc un contrat de mannequin salarié. Donc voilà, ça c'est une vraie question et on sait que depuis 2012, il n'est plus possible de s'enregistrer comme auto-entrepreneur ou micro-entrepreneur, sauf cas particulier lorsqu'on est déjà enregistré dans un autre État de l'Union européenne pour ça. Ouais. Donc toutes ces difficultés-là font que David, je suis bien embarrassé parce que cette question simple n'est pas si simple que ça, mais a priori on peut craindre que le modèle d'art, s'il existe dans les faits, parce qu'il y a des modèles d'art qui ne veulent pas être mannequins, hein, d'ailleurs, et on les voit revendiquer ça parfois sur les réseaux sociaux, mais en réalité, juridiquement, je pense que ce sont des mannequins. Voilà, pour faire court. Pour faire court. Donc c'est une très bonne question que tu posais, Ifa. C'est pas évident cette matière, c'est une matière qui est vraiment complexe. Hein. Une autre question que Marc-Antoine pose, la convention collective des mannequins prévoit-elle une médiation ou quoi? Ou une conciliation préalable en cas de litige avec l'agence ou avec un diffuseur? Ben non, c'est ce qu'on disait justement tout à l'heure, ça pourrait peut-être être un truc à creuser, parce que ça permettrait de maintenir la relation, mais je suis même pas sûr. Ouais. Oui, les seules mentions qui existent dans la convention, par exemple dans l'accord de représentation qu'on signe, enfin c'est un mandat de représentation qu'on signe, c'est que si jamais il y a une litige engagée, bah, les frais vont être ensuite payés par le mannequin, c'est tout ce qui est marqué. Donc voilà. Sérieusement, il y a écrit ça, que les frais de litige seraient supportés par le mannequin. Ouais. Je savais même pas ça. Bah écoute, merci Katia, tu m'en apprends de bonnes. Oui, donc c'est pas vraiment, ça va pas dans le bon sens, quoi. Mais voilà, il y a peut-être un travail à faire de sensibilisation auprès des agences pour qu'elles, ce serait dans leur intérêt à elles aussi, hein, réellement, et dans l'intérêt de leurs clients, parce que
ça pourrait quand même rejaillir, un litige pourrait aussi rejaillir sur le diffuseur. J'avais pris l'exemple d'une grande marque de luxe, elle préférerait sans doute qu'on trouve un accord plutôt que d'être mentionné dans une décision. Les décisions de justice étant publiques, hein, je le rappelle. Oui, d'ailleurs, on a parlé avec toi de ça, du fait que pour nous, en tant qu'association, évidemment, ça serait mieux que le litige ait place, puisque ça serait public et on pourrait dire, regardez, il y a réellement des abus, tandis que, évidemment, pour le mannequin, pour la personne physique qui entame cette litige, évidemment, ça peut être compliqué. Ça dépend aussi de la volonté, si la personne veut démontrer ça publiquement, ou si elle a quand même envie de continuer de travailler, préserver. Il y a plusieurs approches sans doute. On peut tenter le mur de la honte, mais il y a aussi peut-être la possibilité de sensibiliser et de dialoguer. Bien sûr, quand on peut pas dialoguer, le droit est là pour ça. C'est pas moi qui avocat, je vais pas dire le contraire. Je vais pas dire que le droit, faut jamais y avoir recours. Évidemment que dans certaines situations et la situation précaire de beaucoup de mannequins qui se retrouvent quand même parfois à payer leurs frais, à finalement perdre de l'argent pour aller travailler. Hein. C'est quand même ça la situation de certains mannequins. Katia, tu pourras nous le dire mieux que moi, mais voilà, il y a quand même des mannequins qui sont dans des situations précaires, quoi. Donc là, évidemment, peut-être que saisir la justice est la seule solution. Laurent nous dit, un mannequin qui lance une procédure contre son agence est-il grillé ensuite? Comment faire valoir ses droits pendant sa carrière? Ouais, disons que si tu souhaites continuer à travailler, oui, ça peut être dangereux d'entamer réellement une action en justice, même si j'ai l'horreur de dire ça, mais oui, c'est comme ça, c'est compliqué. Après, si tu travailles bien sur d'autres marchés à part le marché français, donc ça signifie, je sais pas, Espagne, Allemagne, Angleterre, il y en a plein, hein, il y a les États-Unis. Avoir un problème avec ton agence en France ne signifie pas que tu vas avoir un problème avec toutes tes agences à l'étranger. Tu peux très bien continuer à travailler ailleurs et peut-être un autre marché beaucoup plus lucratif, disposé pour travailler avec toi. Donc il n'y a pas il y a rien de systématique. Il faut examiner ça au cas par cas et en fonction du projet aussi du mannequin. C'est sûr que le mannequin qui dit dans 6 mois je raccroche parce que je vais faire autre chose, de toute façon c'est moins risqué que si le mannequin dit j'aimerais continuer 10 ans à Paris, voilà. Et uniquement à Paris, oui, voilà, par exemple, ce genre de. Voilà, parce que j'ai un projet à Paris. Voilà, ok. Didier nous dit bonjour, où se former au droit à l'image? On entend tellement de choses souvent, quoi. Souvent tout et son contraire sur ce sujet. Je ne sais pas, c'est à toi la question. Non, la question est pour toi, Katia. Moi, d'accord. Moi, j'aurais tendance à avoir un peu la même. Je sais pas, parce que c'est pas exactement pareil. Pour les photographes, je dis, c'est déjà dommage que souvent ils n'aient pas cette formation de droit d'auteur et droit à l'image au cours de leur formation initiale, lorsqu'ils ont la chance de faire une école de photo. Et lorsque cette formation existe, ce qui est dommage, c'est que ce ne soit pas des praticiens qui la donnent, parce que si par exemple on est formé par un photographe ou par un expert comptable, j'ai rien contre les photographes et les experts comptables, mais je ne suis pas sûr qu'ils soient les mieux placés pour exposer les règles en matière de droit à l'image ou droit d'auteur aux personnes concernées. C'est vrai que je ne sais pas si ça existe, ce genre de formation. Tu travailles pas toi sur un truc, sur un guide ou quelque chose comme ça, non, là-dessus? Oui, on a en effet entamé un projet de guide avec les élèves avocats de la clinique juridique, mais pas les mêmes qui s'occupent du pôle mannequin. Pareil, on l'a entamé un peu pendant le Covid. Voilà, ils avaient un projet comme ça, ils nous ont proposé de le co-créer. Donc, on y a contribué et on est à la stade de relecture avec les avocats. Et en effet, on essaie de couvrir dans ce guide les principes majeurs du droit applicable aux mannequins, expliquer, vulgariser pour que n'importe quel mannequin puisse les comprendre. Le projet, normalement, va être en français et en anglais. Pour l'instant, il est en français. Ça sera bien, oui, de le mettre à disposition des mannequins. Ça sera bien d'essayer même de demander les agences de le distribuer, mais on n'est pas certain que c'est ce qui se fait faire. Donc, ouais, mais en tout cas, oui, c'est un beau projet.
Moi, je sais que sur les photographes, par exemple, j'ai déjà fait des formations qui sont disponibles sur Ampara. Une journée entière sur le droit à l'image, une journée entière sur le droit d'auteur. Donc Ampara, c'est un site qui est plutôt fait pour les photographes, mais c'est vrai que les mannequins pourraient tout à fait aussi trouver, en tout cas sur le droit à l'image, je pense que la plupart des choses sont intéressantes aussi pour les mannequins. Mais c'est vrai que l'information, elle n'est pas... le truc, c'est que mannequin, il n'y a pas de formation, l'agence n'a pas à délivrer une formation juridique aux mannequins, quoi. Il n'y a aucune obligation. Non, ils délivrent même pas de formation à leurs propres employés, à leurs bookers, donc bon. Ouais. Donc non, c'est pas encore au point, mais c'est peut-être un truc à inclure dans la sensibilisation. Moi, je serais d'accord, hein, d'ailleurs, pour organiser une petite formation pour les agences, si ça les intéresse. Pourquoi pas, hein, avec des échanges avec des mannequins, on pourrait y réfléchir. Philippe nous dit, l'association Modello a-t-elle une permanence pour répondre aux questions ou orienter les mannequins qui ont des difficultés juridiques? Alors, je sais pas si tu as une permanence. On reçoit des mails. Ils t'envoient des mails, voilà, en fait, tu es très disponible. Message Instagram. Voilà, il n'y a pas de permanence en soi. Par contre, tu peux réorienter vers la permanence, justement, de la clinique juridique, c'est ça? Oui, quand il y a vraiment une difficulté juridique qui, par exemple, prendrait trop de temps à creuser, à vérifier des données, des choses comme ça, oui, là, on dit, maintenant, on a une permanence juridique, vous pouvez vous orienter, voilà, vous pouvez prendre rendez-vous avec eux, il y a chaque mois, chaque troisième jeudi du mois. Et tandis que nous, bon, souvent on répond à des questions parce qu'il y a des questions aussi un peu type, tu sais, auxquelles ça prend pas beaucoup de temps à répondre, donc je vais pas pour ça orienter vers la clinique. Tu as mis une fac ou pas sur ton site? Un truc avec les questions fréquentes ou pas, non? Ah non, on n'a pas fait ça, mais on a des stories sur Instagram, oui, qui répondent à certaines problématiques les plus typiques, par exemple le type de relation que le mannequin a avec l'agence, que c'est un contrat de CDD, que tu es employé le temps de ce truc. On a eu des tips aussi pendant le Covid, pas mal sur comment percevoir les aides, parce que c'est une situation qui était très, très compliquée et pas beaucoup de mannequins ont eu droit aux aides, mais quand même, il y a eu un mécanisme qui permettait au minimum de voir si tu peux avoir droit à ça. Déjà, quoi. Ouais. Voilà, donc on a mis en place un explicatif par rapport à ça. Donc oui, on fait de temps en temps des choses comme ça, mais comme on a une petite équipe, c'est vrai que il faut une équipe entière pour faire tout ça tout le temps en permanence, c'est compliqué, il faut avoir plus de gens. Merci beaucoup, Katia. Je vais finir juste par un commentaire de Déborah Twizer qui nous dit « Super sujet comme toujours ». Merci beaucoup, Déborah. Merci de nous suivre. Comme on a encore une fois de plus éclaté le compteur, je vais arrêter là parce que sinon on pourrait rester 2 heures à parler de tout ça parce que c'est vraiment un sujet passionnant et c'est encore un sujet embryonnaire en réalité. Comme tu le disais, il n'y a pas beaucoup de jurisprudence. C'est quand même assez surprenant parce que beaucoup de mannequins sont vraiment dans des situations très très compliquées et il faut peut-être dénoncer ça et essayer d'évoluer, que chacun prenne conscience et prenne ses responsabilités, que les acteurs de la chaîne de la création de l'image, comme je les appelle, prennent chacun leurs responsabilités à leur niveau pour que tout simplement pour que ce système soit gagnant-gagnant pour tout le monde. Ce qui serait quand même la moindre des choses, je trouve. Voilà, merci beaucoup Katia. Donc on peut te retrouver sur le site Modello, c'est ça, si on veut te rejoindre? Oui, site Modello, Instagram Modello, c'est le réseau qu'on utilise le plus parce que les mannequins sont majoritairement présents sur Instagram. Donc sur Instagram ou directement sur le site de Modello si on googleise. C'est les deux modes les plus faciles pour te contacter. Merci beaucoup Katia. Merci beaucoup Ifa. Merci énormément de ta participation à ces chroniques pour les 5 derniers lives et au live aussi puisque je t'ai interviewé toi-même et j'invite les gens à aller revoir l'interview. C'est très intéressant d'avoir le point de vue d'une étudiante en droit sur les évolutions, sur l'enseignement et sur les évolutions du droit actuellement. Donc merci beaucoup à toutes les deux. Allez suivre aussi IFA sur ses réseaux YouTube, Instagram et TikTok. Vous verrez, c'est vraiment génial son approche du droit. Ça permet à chacun d'y accéder sans complexe et sans avoir peur de ne pas comprendre. Donc c'est vraiment très bien. Merci à tous. À la semaine prochaine et prenez soin de vous.
Merci. Merci. Et j'oublie de lancer le générique. Voilà. Samedi Live a pour ambition de vous informer sur les innovations facilitant l'accès aux droits et aux solutions négociées. Si vous souhaitez en savoir plus ou avez envie d'être accompagné, n'hésitez pas à me contacter ou à prendre un rendez-vous directement sur le site de mon cabinet. Si vous avez aimé cette émission et souhaitez soutenir cette initiative, merci de liker, partager et commenter sur tous vos réseaux sociaux. Et n'hésitez pas à en parler autour de vous. Retrouvez également tous les bonus de l'émission sur mon compte Instagram @maître Lacour. À très bientôt pour un nouvel épisode et d'ici